Freezing cold in Nancy 92 old. You're the cold maze, say one, freezing cold in Nancy 92 old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. Jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais Oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast intitulé Bobine, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a quelque peu oubliées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Philistin Mignou, et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour. Alors on va vous présenter un petit peu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes l'une des plus emblématiques critiques de Télérama. Et oui. Chroniqueuse sur France Inter. C'est ce qui dit mon âge déjà. Ouais. Chroniqueuse dans l'émission sur France Inter Grand bien vous fasse, dans laquelle chaque semaine vous nous présentez la dame du vendredi. Et cet épisode aujourd'hui consacré à l'une des plus iconiques actrices du cinéma hollywoodien, qui a vos faveurs, je crois. On va pas vous encore dévoiler le nom. C'est un euphémisme. Ah bah oui, vous l'aimez beaucoup, je crois. Je l'aime beaucoup. On va laisser Marcel donc présenter et lui tirer le portrait. Plus féminine tu meurs, cette bobine. Et pourtant, elle écopa à ses naissances d'un prénom de bonhomme. Pas du tout une Cendrillon des faubourgs comme beaucoup de stars de l'époque, elle est élevée en Suisse, dans une pension qui accueille le gratin. Une visite à Hollywood va pourtant changer la vie de la gamine. C'est décidé, elle fera du cinoche. Mais elle doit batailler avec le padré, qui finira même par lui piquer ses thunes. Elle commence par des petits rôles à Broadway. Côté plastique, rien à dire, mais sa voix de petite souris l'inquiète. Alors elle se met à cloper comme un sapeur pour la rendre plus grave. Son âge d'or viendra dans les années 40. Côté privé, c'est plutôt la mouise. Mariée à un russe blanc un peu trop porté sur le gin tonic, elle se cogne la rubéole pendant sa grossesse. Maman d'une petite lourdement handicapée, elle déprime sec. Pour se changer les idées, elle divorce, noue une love story avec un futur président qui en perdra la tête. Mais niveau santé mentale, c'est pas la joie. D'HP en centre de repos, elle lâche le cinoche pour se refaire la cerise au Texas en jouant au bridge. Mr. Kovac, did you do a picture, the title of which became and was at that time a great song and became a very famous song? Yes. Yes. Please. That's no a hint, John. No, She's just given a hint. This girl on my right. That's right, Miss Kilgallen. Are you Gene Tierney? Gene Tierney's right. All right. Let's have it. Look at me. What are you trying to do? Force a confession out of me? You've been holding out, and I want to know why. It'll be easier for you if you tell the truth. What difference does it make what I say? You've made up your mind I'm guilty. Are you? Don't tell me you have any doubts, since you... Oh, I can't, please. Do I have to have those lights in my face? On connaît Gene Kelly, Gene Hackman ou le Gene de Nîmes, mais connaît-on bien Gene Tierney? Tout le monde se souvient d'elle dans Laura, grand film noir d'Otto Preminger dans lequel elle ne jacte pourtant quasiment pas. C'est ce film en 1944 qui fait non seulement de la jeune actrice une star, mais aussi une icône du film noir. Alors, première question pour vous, Guillemette Odissino, pensez-vous que l'on peut réduire la carrière de Gene Tierney à ce film Laura? Si on parle toujours de Laura, c'est parce que Laura est donc l'histoire d'un détective incarné par Dana Andrews qui est censé mener l'enquête sur la mort d'une très belle femme dont le portrait trône dans le salon. Et ce détective a l'habitude de rester dans ce salon pour s'imprégner un peu de l'endroit où cette soi-disant victime a vécu.
Et il regarde et s'endort constamment devant ce portrait d'une femme sublime. Sauf que, un soir, il se réveille, il a un peu la tête dans le whisky. Et en face de lui, il y a cette femme. Elle est vivante, elle vient, et on a l'impression qu'elle vient de sortir du tableau, elle vient de se matérialiser. Et c'est Jane Tierney. Alors, c'est la beauté de Jane Tierney. Donc, en fait, ce rôle, il est mythique parce que ça raconte comment une beauté potentiellement morte se matérialise aux yeux, en plus d'un enquêteur. Donc, il y a toute la mythologie du détective, du film noir américain. Et comment une obsession prend chair devant les yeux d'un mec qui, jusque-là, était obsédé. Donc, c'est particulièrement, évidemment, le rôle qui crée aussi la mythologie et la légende. Elle est absolument, de toute façon, à tomber de beauté. Elle arrive dans un petit imperméable, un petit ciré, parce qu'il pleut dehors, avec un petit chapeau de pluie. Mon Dieu. Donc, ça, effectivement, c'est le film qui a rendu dingue d'amour tous les cinéphiles. Claude Chabrol racontait que quand il a découvert Laura au cinéma, alors qu'il était un jeune cinéphile. Après, il a fait le tour de tous ses potes pour trouver toujours un compagnon pour retourner au cinéma. Résultat, il a accompagné 17 potes au cinéma voir Laura. Ce qui lui a permis de voir 17 fois Jane Tierney, dont il était vaguement tombé amoureux. Donc c'est ça, la mythologie Laura. Après, Jane Tierney, elle a de très grands rôles à côté. C'est par exemple pour Mankiewicz, Mrs. Muir. C'est bizarre parce que là aussi, il est question de fantômes, sauf que là, c'est pas elle. Et puis, un film noir très, très particulier, dans un technicolor flamboyant qui s'appelle Péché mortel. Et aussi, elle a joué dans un autre Otto Preminger avec Dana Andrews, où là, elle joue plutôt une femme magnifique, innocente, qui détient la morale et tout. Donc, elle a une carrière beaucoup plus éclectique que ça, mais c'est vrai que Laura, c'est comment une actrice se matérialise soudain devant vos yeux, comme si elle prenait vie au sens propre du terme à l'écran. Elle est devenue finalement une icône du film noir à son corps défendant alors. Oui, absolument. Oui, à son corps défendant, parce que avant, enfin, on en parlera sûrement, puisque vous allez sûrement parler de sa carrière, mais avant, sa beauté un peu particulière et ses yeux un peu particuliers, très légèrement bridés, ont fait que les studios n'ont pas cessé de lui faire jouer des rôles exotiques. Elle a été tahitienne, elle a été chinoise, elle a été, vous savez, dans cette époque d'Hollywood où on se posait pas trop de problèmes sur les origines des acteurs, hein, et on mettait du cirage sur les peaux pour faire passer pour créole. Donc, elle avait fait des rôles très, très différents. C'était comme ça, la beauté exotique un peu. Et puis, soudainement, voilà, elle, tout d'un coup, grâce à Otto Preminger, elle devient, par hasard, une espèce d'incarnation du film noir. Oui, alors effectivement, on va reparler un petit peu plus tard de toute sa carrière et de ses différents rôles. Revenons un tout petit peu donc, au début pour parler de ses origines, à Jane Tierney. Comme on l'a évoqué précédemment, et notamment Marcel dans son tirage de portrait, la petite Jane Tierney a eu la chance d'être bien née, comme on dit, n'est-ce pas ? Ah oui, elle sort d'une famille d'une très bonne famille bourgeoise, Boston. Il faut parler français. On aime beaucoup l'Europe. C'est pour ça qu'elle est envoyée faire ses études en Suisse. Jane Tierney a toujours parlé très bien français. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu, par exemple, vers la fin de sa carrière, un hommage à Cabourg, au Festival de Cabourg. Elle parlait français comme vous et moi, enfin sûrement plus joliment, sûrement. Mais donc oui, on est dans une éducation lettrée, bourgeoise, chic. Donc c'est pas du tout. Je sais que vous avez aussi parlé d'autres actrices qui étaient beaucoup plus, qui avaient été repérées dans des diners, par exemple. Là, c'est pas du tout le principe de Jean. Non, et d'ailleurs, comment est-elle repérée ? Elle est de passage touristique à Hollywood avec ses parents, elle est encore toute jeune adolescente. Elle est repérée par un certain Anatole Litvak, qui est subjugué par ce minois, en fait, ce visage qu'il n'a jamais vu ailleurs, et lui dit Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma. Ce qui va devenir le titre de son autobiographie bien plus tard. Mais elle n'est pas tellement attirée par le cinéma en premier lieu. Elle préférait Broadway, elle préférait la scène. Elle va faire des études de théâtre à New York, monter sur scène avec, je pense, toujours dans sa carrière, une grande modestie, une grande timidité et finalement assez peu d'assurance. Ce qui va, en fait, je pense que ça ne va pas être facile pour elle de percer au théâtre, alors que dès qu'elle a commencé à être repérée au cinéma, à signer chez la Fox, elle est repérée immédiatement puisque elle colle parfaitement à la photogénie la plus parfaite quand même des grandes actrices de l'âge d'or d'Hollywood.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, dans cet aréopage des Fox Girls, là, cette espèce de ruche dans laquelle certaines sont restées des Fox Girls, hélas, toute leur vie, et d'autres ont été comme ça happées par le succès. C'est vrai qu'elle était d'une beauté incroyable, mais elle n'était pas forcément non plus exactement de la même beauté que certaines Fox Girls. C'est-à-dire qu'elle avait quand même un visage assez particulier. D'abord, elle avait une dentition particulière. Oui, les dents en avant. Elle avait les dents en avant, ce qui d'ailleurs donnait cette manière de parler un peu spéciale. Elle avait des yeux, alors très beaux, mais qu'on aurait très bien pu lui faire remonter les paupières ou des choses comme ça, comme c'était le cas à Hollywood chaque fois qu'il y avait un truc qui marchait pas, quoi. Donc, elle aurait pu se faire trafiquer le visage. Sauf qu'en fait, elle a refusé d'emblée. Le coup de se faire refaire les dents, par exemple, et le sourire en général, ça lui a été proposé très rapidement, et elle a dit non. Et c'est l'une des seuls et rares cas à Hollywood, ça c'est vraiment à préciser, de cette période-là, des années 40, d'actrices qui refusent qu'on la charcute. Oui, bah aujourd'hui, ça serait toujours le cas aussi. Je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que c'est plus les studios qui se permettent de demander ça aux actrices. Oui, c'est vraiment autre chose. Même. Oui, c'est vraiment autre chose. Et à l'époque, c'était pas une question de vieillissement, puisqu'on parle de jeunes femmes qui avaient 20 ans, 25 ans. C'était pas une question de botox ou d'avoir peur de vieillir à l'écran. C'était vraiment, on vous déplaçait la racine des cheveux. Oui, on vous cassait les dents. On vous cassait la mâchoire pour vous la remettre dans un autre sens. Enfin, Rita Hayworth, à ses débuts, elle ne ressemble pas à Rita Hayworth. Absolument, absolument. Et justement, vous avez évoqué donc une Fox Girl. Donc Fox Girl, ça vient de 20th Century Fox, donc un studio américain à l'époque. Il faut savoir que les acteurs à l'époque étaient donc contractuellement attachés à des studios. Donc qu'est-ce que c'est les Fox Girls? Et surtout, est-ce que ça était aussi proposé ça aux hommes, ce côté girl, ruche, comme on dit? Non, on est d'accord. Bon alors... non, je sais pas, je pose des questions naïvement. Ça s'appelle la bobine, votre émission. Les bobines, non, pas le bobin. Bon, bah voilà, bah non, évidemment que non. Bah, les Fox Girls, c'est tout simplement, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça que c'était considéré. C'est une espèce de basse-cour. Un poulailler de beauté qu'on met en arrière-plan dans les films, qu'on accoude à des bars, qu'on fait rentrer dans des boîtes de nuit. Enfin, cette espèce de figurante magnifique, avec peut-être de temps en temps quelques lignes de dialogue. Et on attend que parmi celles-là, il y en ait une qui étincelle un peu plus, que la caméra aime un peu plus, et certaines donc sortent du lot au sens propre du terme. C'est un lot de potentielles stars. C'est ce que après à Cannes, on appelle ça des starlettes. C'est des petites choses mignonnes, des bibelots, et on ne sait pas si un jour ou l'autre elles vont réussir à avoir leur place au-dessus de la cheminée, quoi. C'est vraiment ça. Donc elles sont exploitées, elles sont très mal payées évidemment. Et même d'ailleurs quand elles sortent du lot, elles sont pas super bien payées non plus. Mais oui, parce qu'elles sont quand même sous contrat, donc elles ont quand même une rémunération. Et elles peuvent pas aller travailler ailleurs. C'est donc, ça, voilà. Et Jill n'était d'autant plus mal que c'était la Fox qui avait négocié avec son père, qui s'était pris de telle manière qu'il avait cornaqué sa fille de ses futurs revenus. C'est quand même assez fort, quand même. L'histoire familiale de Gin Turney, ça commençait assez mal. Oh oui, alors ça, mais les actrices dont les parents ou les impresarios ou quiconque ont perçu leurs revenus à leur place, ça se compte par paquet de sens. Oui, ça, surtout pour les femmes, encore une fois. C'est bizarre, c'est toujours les femmes. Are you, if you don't mind? My name's Eleanor Stone. I'm a newspaper writer. I was passing the hotel and somebody told me Writer? that... You mean you write pieces for the paper? Yes, a reporter for the Denver Star. A lady reporter? Une petite minute, mademoiselle. Qui êtes-vous, si ça ne vous fait rien? Je m'appelle Eleanor Stone, j'écris dans un quotidien. Je passais devant l'hôtel et quelqu'un m'a Vous appris... écrivez. Vous voulez dire que vous êtes reporter? Oui, je suis reporter au Star de Denver. Une femme journaliste? Vous permettez que je m'asseye, ça me sera plus facile pour prendre des notes. Alors, je vous ai vu pendant cet extrait lever les yeux, Guillemette. C'est le problème des doublages. Vous critiquez le doublage français? Non, je critique pas cette doubleuse qui faisait bien son travail à l'époque. Il y avait des doubleuses incroyables, mais le problème c'est que ce sont des voix d'époque. Oui, c'est un peu daté. Oui, c'est un peu daté et c'est atrocement injuste. Mais souvent, les voix américaines, enfin les voix VO de l'époque, elles ne sont pas datées. Et étrangement, les VF de l'époque... Parce que souvent, les doubleuses, c'était des Jacqueline ceci et des Sylvette cela. Et ce sont des voix très années 30, très années 40, qui ont un peu de mal à passer la rampe. Quoi. Avec une diction particulière. Ouais. Voilà, et puis qui appuie presque le côté, des fois, un peu ingénu. Ou un peu, c'est voilà. ça. Je ne sais pas s'il y avait à l'époque des grands studios de direction de doublage ou des coachs de doublage, mais je ne sais pas ce qu'on leur disait à ces jeunes femmes d'appuyer sur le côté quiche, comme ça, c'est Elle aurait mieux étrange. fait de se faire doubler par Roger Carrel. À la limite. Il aurait réussi un truc. Alors cet extrait que nous venons d'entendre, c'est celui du Retour de Frank James, réalisé par Fritz Lang. Fritz Lang, oui, elle commence bien quand même, la petite Jean.
féminin. Et puis en plus, elle est réalisée par Fritz Lang, mais aussi elle a pour premier partenaire un certain Henry Fonda, qui se montrera d'ailleurs d'un grand soutien face à un Fritz Lang plutôt méchant et désagréable avec elle sur le tournage, Marcel. Oui, pas très sympathique, il engueule en public, il la rudoie, et heureusement qu'il y a Henry Fonda qui prend sa défense, qui jouissait d'une grande réputation, puisque Henry Fonda c'était Mr. Wentek. Ce qu'elle va devenir, elle, au fil de sa carrière, ça va devenir Miss Wentek, parce que grand sérieux, grand professionnalisme, pas du tout une diva, mais elle est assez impressionnée par Fritz Lang, et elle le sera encore plus par Lubitsch, à qui elle va quand même damer le pion sur le tournage de Le ciel peut t'attendre, parce que lui a dit mon gros, t'as fini de m'engueuler, moi si tu m'engueules, j'arrête tout de suite. Hein, Oui, elle l'a envoyé balader sur Lubitsch. Ouais. Mais c'est vrai qu'on la voit très assez poche, comme on dit en anglais, la fille de bonne famille, plutôt timide, plutôt. C'est pas du tout une lionne comme Joan Crawford, comme Barbara Stanwyck. Alors c'est disons hélas le mauvais côté de la bonne éducation, c'est-à-dire elle est bien élevée. Elle est bien élevée, donc il n'est pas question que, comme certaines justement qui arrivent du pavé ou qui en ont bien bavé avant, de se rebeller facilement sur les tournages. Donc elle se laisse un peu faire. Elle a besoin effectivement d'hommes nobles tels Henry Fonda pour la défendre. Enfin, Henry Fonda ira aussi dans son lit, hein, donc tout le monde. Enfin voilà, Henry Fonda sera aussi content de. Il ne la défend pas pour rien. Mais et après c'est vrai que c'est avec Lubitsch où elle sent quand même une complicité intellectuelle, parce que Ernst Lubitsch est un homme tellement brillant qui peut être capable de craquer sur une belle phrase ironique. Et donc effectivement sur le tournage du ciel peut attendre, un moment où il l'engueule, elle lui dira que si c'est comme ça, de toute façon, vu qu'il a pas l'air de l'aimer, elle voit pas pourquoi elle ferait pas d'effort. Donc elle joue exprès un peu la peste et tout. Lui, ça la fait rire. Et finalement, ils vont à ce moment-là développer une complicité. Elle va faire semblant un peu de faire un caprice. Ouais. Il va trouver ça drôle et après ça marchera mieux. Mais il faut qu'elle s'habitue effectivement à prendre sa place. Sur des tournages où ce sont les hommes qui décident et où elle n'a pas l'habitude de... Elle est polie. Surtout que sur ce film de Lubitsch, là, c'est un peu sa première comédie, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc en plus, elle avait quelque chose à prouver. Oui. Et puis elle joue surtout, c'est ça qui est drôle, elle joue la femme idéale. Oui. Lubitsch lui donne le rôle de la femme idéale, de l'épouse idéale. You're going to marry me. Oh, we can't do that. How can I marry you? I'm not even engaged to you. Martha, do you love me? Why, I hardly know you. You don't need to know anything when you love. Love needs no introduction. You love or you don't love. You're mad. You don't know what you're saying. You must be out of your mind. Do you love me or don't you? Trying to take away the fiancé of your own cousin, causing a family scandal. Do you love me? Yes. Elle joue l'épouse idéale, mais justement l'épouse idéale qui est idéale parce que non, elle est évidemment bienveillante, mais elle est aussi bourrée d'humour, de compréhension, qu'il y a toujours d'intelligence, il y a toujours une petite lueur dans son œil qui montre qu'elle supporte les caprices et les enfantillages de son mari, mais donc elle compose un personnage effectivement Enfin, elle est divine. Oui. Mais vraiment, elle est délicieuse. Elle est divine. Et je pense que Lubitsch lui fait jouer en fait un peu le rôle de sa propre épouse, un peu le rôle de la femme rêvée. Et il peut pas se permettre de pas être en accord avec elle sur le plateau. Il faut que ça marche parce qu'elle est l'incarnation. Le ciel peut attendre, ça veut dire ça, mais ça veut dire surtout qu'il y a une femme parfaite qui vous attend au paradis. Et c'est vrai qu'avant cette comédie, elle a eu des rôles souvent proposés par la Fox, voire imposés. Hein. Je pense qu'on lui demandait pas trop son avis sur le scénario, où elle joue une belle étrangère. C'est ça. Alors toutes les nationalités sont représentées. Elle est pas raciste. Non. Oui. Elle peut jouer une polynésienne comme une asiatique, une princesse arabe au besoin. C'est vrai que c'est étonnant parce que à l'époque, il y a quand même des actrices qui ont essayé de percer et pour lesquelles c'était plus dur. Par exemple, Merle Oberon, qui était moitié indienne, qui a longtemps caché cette origine comme une infirmité. Dorothy Dandridge, qui a commencé un petit peu plus tard, mais au milieu des années 40, qui était Black Indian, donc d'origine Cherokee et descendante d'esclaves. Qui, comme par hasard, a aussi
sa célébrité vient en grande partie d'Otto Preminger. Hein, oui, et ben, Otto Preminger, pas mal, comme oui. découvreur de femmes. Tout à fait. Dans Carmen Jones, grand rôle de Dorothy Dandridge, qui n'avait pas le droit de faire les mêmes fêtes que les autres, qui a subi la ségrégation à plein tube. Et Linda Darnell, dont on reparlera. Cherokee, hispano-texane, que sais-je, qui a, elle, été longtemps aux abonnés de saloon, de mexicaines un peu exotiques, et le masque de Zorro. Alors que, même si elle n'a pas, à mon avis, la carrière de Jean Tierney, c'est l'une des plus belles femmes d'Hollywood ever, Linda Darnell. Et c'est drôle, parce que tout le monde parle d'Ava Gardner, enfin, a raison, hein. Mais alors, Linda Darnell, c'était quelque chose. Ouais. Oh, Linda. Ouais. Googlisez si vous voulez chez vous. Linda Darnell. Donc, on parlait de physique tout à l'heure et on l'a un petit peu évoqué rapidement, mais c'est vrai que donc, Jean avait ses petites dents en avant, un peu les petites dents de lapin. Elle a refusé de modifier ses ratiches. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ? Est-ce que ça ne concerne que les femmes et que les hommes ne sont pas concernés par ça ? Est-ce que c'est un cas typiquement hollywoodien ? Est-ce qu'en France, ça arrivait aussi ? Est-ce que les actrices ont leur demandé ça ? Bah, écoutez, on va pas se mentir, le physique des actrices reste évidemment primordial par rapport à celui des acteurs. Hein. Je vais pas vous citer certains noms d'acteurs français dont on se demande comment ils peuvent encore jouer les Roméo, les bellâtres et tout, avec la gueule qu'ils ont et la soixantaine passée qu'ils ont. Bon, hein. Donc ça, la question se pose pas. Après, il faut être honnête, je pense que maintenant, tout acteur et actrice qui veut durer est un peu soumis à des choses pas marrantes. Et on sait très bien que certains acteurs aussi font des implants, portent des moumoutes, font des liftings, mettent du collagène un peu partout. Enfin, bon... Leonardo DiCaprio, je pense pas. Ou alors il a fait un pacte avec le diable, ou alors il a fait un pacte avec des piqûres. Hein. Oui, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, quand on regarde des les fois Oscars, avec un russe bourré quand même. Parce que c'est ça. Donc, une drôle de tronche. Je pense que tout le monde, quand on arrive à un niveau absolu de staritude, tout le monde, à un moment, y passe plus ou moins. Il y a quelques exceptions merveilleuses, comme Jeanne Moreau, qui n'en avait strictement rien à secouer, qui a vieilli comme elle le voulait. Il y a comme ça des exemples. Simone Signoret, mais elle qui a même choisi de vieillir quasiment avant l'heure, presque dans une espèce de course en avant de... vous attendez que je vais vieillir avant que vous vous en rendiez compte, comme ça ce sera fait. Donc il y a des exceptions. Mais oui, surtout à Hollywood, je pense que vieillir n'est pas une bonne chose, et pour les actrices d'autant plus. Mais à l'époque, à part un ou deux trucs chirurgicaux... les mecs se faisaient jamais refaire quoi que ce soit. Clark Gable avait les oreilles les plus décollées de la terre. Il se les a fait recoller, je crois, à la fin. Ah bah dites donc, c'était pas une réussite. Oui. Et j'ai appris que dans le trésor de la Sierra Madre, Humphrey Bogart, qui perdait ses tifs, portait une perruque. C'est pas vrai. Si, on est très étonnés, mais oui. Ah bah ça, la perruque, non, mais c'est Humphrey, vraiment... Voilà. On s'attendait pour pas. les hommes, c'est ça, c'est la perruque, c'est se muscler, c'est tout ça, mais Oui. c'est tout. C'est vrai. Alors que les femmes, ça pouvait des fois aller les impacter physiquement. On a parlé récemment de Gina Rallo. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait qui l'ont même impacté la santé. Donc c'est presque dangereux pour les femmes. Oui. Le pire, c'est Joan Crawford. Ouais. Mais elle, en plus, elle l'a fait aussi volontairement. Enfin, elle a dit oui à tout ce qu'on lui proposait, mais je pense qu'elle a même dit oui à des trucs qu'on lui proposait pas. C'est elle dont je parlais tout à l'heure, particulièrement sur la racine des cheveux. Ah oui. Elle s'est fait carrément décoller la racine des cheveux. Elle s'est fait rehausser. C'est un truc de dingue pour avoir un front plus large. Elle s'est fait complètement remanier les sourcils, les paupières, les lèvres, les dents, tout. Ah oui, un truc de fou. Les pommettes. Ce qui lui donnait ce visage un peu comme ça, marqué, un peu dur, etc. Elle s'est fait complètement redessiner les pommettes. Enfin, elle, c'est une création. Ah oui, d'accord. C'est une créature. De studio, du coup. De studio. Ouais, mais Greta Garbo, par exemple, quand on voit quand elle est arrivée, petite paysanne suédoise, un peu mal dégrossie. Avec ses joues toutes rondes. Avec ses joues toutes rondes, ils l'ont collée au régime, ils lui ont refait les cheveux, le nez et tout. C'était plutôt réussi, quand même. Faut reconnaître. Alors, Jean Tierney va ensuite enchaîner pas mal de chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, Marcel ? Oui, tout à fait. On pense à Shanghai Gesture, où elle est assez vénéneuse, de Joseph von Sternberg, pas n'importe qui, puisque c'est quand même... c'est lui qui a lancé Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu, donc ça va. Pas si mal. Ouais. Le ciel peut-être dont on vient de parler. Péché mortel, dont on peut reparler, parce que ce film n'est pas très connu, alors qu'il mériterait. Oh, no. No what? Good grief. Will you marry me, he said. What's wrong with that? In the first place, men never propose. They may think they do, but it's really the woman. Who told you that, Ripley? And if men do propose, they never say, will you marry me? Get away, Gadfly.
Alors, Péché mortel, parce qu'en fait, John Stahl n'est pas un réalisateur très connu. C'est un réalisateur très étrange d'Hollywood, un peu comme ça à la marge, qui a fait deux, trois diamants un peu hors du temps. Alors, Péché mortel, c'est un thriller toxique. C'est l'histoire d'une... en fait, vous voyez Liaison fatale avec Glenn Close. Vous prenez ça, en 1000 fois mieux, c'est pas dur en même temps, mais, et vous le transposez donc dans le Technicolor hollywoodien. En fait, Jean Tierney joue le rôle d'une femme qui est passionnément, maladivement amoureuse d'un homme et qui ne le veut que pour elle-même. Mais non seulement elle le veut que pour elle-même, ça veut dire qu'elle va se débarrasser de tout ce qui gêne autour, y compris le bébé qu'elle a dans son ventre. Oui, c'est assez gonflé quand même. C'est très... Ah, c'est dingue. C'est absolument dingue. La scène du lac, je le dis pour les gens qui n'ont pas vu le film. Elle noie quelqu'un. Ouais. Laisse se noyer quelqu'un. Ah, et puis... Voilà. Et l'escalier, tout ça. Oui, non, y a et beaucoup là, de c'est assez glaçant. Ouais. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, une fois de plus, je suis pas sûre que ce soit de son propre chef, puisque les actrices ne décidaient pas vraiment de leur rôle. Mais elle inverse complètement ce qu'elle faisait chez Otto Preminger. Chez Otto Preminger, elle est la femme idéale sur laquelle le policier, le détective fantasme. Là, c'est le contraire. Elle est vraiment la femme fatale. Pas au sens fatal pour elle-même, mais fatal pour les autres. C'est la vipère, c'est la veuve noire, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans la mythologie du film noir. Elle veut la perte des gens qui ne vont pas dans le sens de ce qu'elle a décidé. Et rien que la voir avec ses yeux mais turquoises, là, quand elle enlève ses lunettes de soleil noires là, et qu'on voit ses yeux turquoises, mais on est projeté au mur, quoi. Il y a un truc vraiment... C'est le visage Technicolor. Vous pouvez croire que c'est Marilyn, vous pouvez croire que c'est Ava Gardner, vous pouvez croire que c'est Deborah Kerr. Non, regardez le visage de Jean Tierney dans Péché mortel. C'est la femme en Technicolor. Et puis surtout que là, les potards ont été poussés au maximum. Ah oui, il n'est pas allé de main morte. Hein. Oui. Mais c'est un très beau Technicolor, j'ai Sublime. trouvé, parce que justement, il est engagé, il est flamboyant, il a vraiment de la gueule. On dirait du Douglas Sirk. Ouais. On dirait le Technicolor de Douglas Sirk, mais avec la méchanceté de, j'en sais rien, moi, Chabrol ou Clouseau. Enfin, c'est vraiment épatant, ce film. Et d'ailleurs, ça lui vaudra sa seule nomination aux Oscars. Donc, elle n'aura pas, mais elle était quand même assez satisfaite. Hein. Bah, elle était contente que ce soit Joan Crawford, parce que, en fait, c'est drôle, parce que quand on l'écoute, dans une interview sur la fin de sa vie, elle dit « Ah, mais moi, je n'avais pas entendu parler de Laura, on m'a dit que Jennifer Jones ne le voulait pas. J'ai dit, bah, peut-être prenez Eddie Lamar, parce qu'elle est très belle, moi, je sais pas. » Et on se dit, t'inquiète pas pour Eddie Lamar. T'inquiète pas, elle a inventé le Wi-Fi. Oui, ça va, tout le monde s'en souvient maintenant. Alors que toi, c'est vraiment, si ça n'avait pas été elle, je vois pas trop qui aurait pu interpréter, probablement quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'elle a une magie particulière. Parce qu'en fait, alors, après ce que je viens de dire dans Péché mortel, c'est un peu bizarre de dire ça. Et pourtant, ça participe aussi d'ailleurs de son venin dans Péché mortel. C'est qu'elle avait une pureté. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Il y a dans son visage quelque chose d'une candeur, quelque chose d'une pureté, quelque chose d'une belle âme. C'est comme ça. Donc, dans les films noirs où elle joue ou les victimes ou les innocentes, alors là, c'est magnifique parce qu'on a envie de la protéger immédiatement. Et quand elle joue la garce suprême dans Péché mortel, en même temps, on n'arrive pas complètement à lui en vouloir. Oui, on l'adore quand même, oui, bien sûr. Parce qu'elle a quelque chose quand même d'angélique dans la folie. C'est ça. Je pense que c'est peut-être ce regard, cette espèce de regard bleu très particulier. Oui, un peu par en dessous. Oui, c'est pas les yeux soi-disant mauves de Elizabeth Taylor, c'est pas les yeux verts d'Ava Gardner, c'est une espèce de bleu... un bleu qui n'existe pas vraiment, quoi, un bleu bizarre. Et ça, je pense que ça participe de ça. C'est qu'on ne peut jamais penser qu'elle est méchante. On me trouve des excuses. Mais d'ailleurs, des excuses, elle en avait, puisque quand elle a écrit son autobiographie « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma », elle a eu une grande honnêteté par rapport à sa maladie mentale, à ses problèmes qu'elle a eus tout au long de sa vie, et assez rapidement, puisque en 1943, elle était enceinte. Elle participait à l'effort de guerre en faisant des tournées comme faisaient les artistes à l'époque. Dans les cantines américaines. Dans les cantines, etc. Et en fait, il y a une admiratrice qui vient la voir en disant c'est merveilleux, qui la touche. Qui l'embrasse. Alors, c'est très mignon, Marcel, parce que vous confondez avec Le miroir se brisa d'Agatha Christie. Mais la rubéole. Oui, mais justement, mais c'est ça qui est génial.
c'est que dans Le miroir se brisa d'Agatha Christie, qui est inspirée de l'histoire de Jean Tierney, Absolument. c'est une admiratrice qui vient embrasser l'actrice et qui du coup lui donne la rubéole. Dans la vraie vie, Jean Tierney a été embrassée par un soldat qui était sorti du campement. Il était tellement fou d'elle que même s'il était malade, il s'était levé quand même pour aller à la cantine, puisqu'il avait appris qu'elle faisait un passage pour soutenir les forces américaines. Il s'était levé alors qu'il était fiévreux, il était allé l'embrasser. Elle nous a menti. Ah oui, alors là, Il avait la rubéole et il lui a filé. Et du coup, elle a accouché d'une petite fille très lourdement handicapée, sourde, voilà. Aveugle, avec du retardé mental. Et donc, c'est de cette histoire dont s'est inspiré Agatha Christie pour Le miroir se brisa. Ça, c'est terrible d'ailleurs, de voir sa vie portée comme ça dans un. Mais c'est vrai que ça a été le début de grande ces détresse. problèmes, Ouais. de ces problèmes de dépression. De dépression qui sont nés de son isolement, du fait d'avoir une enfant quand même assez gravement handicapée et de devoir jouer un rôle avec les studios de représentation, etc., qu'elle avait de plus en plus de mal à accepter, puisqu'en plus son mari, Oleg Cassini, qui était un grand styliste, était très alcoolo. C'était vraiment ce puzzle-là, mais c'est un moment assez difficile de sa vie, où pourtant elle a dû aller au charbon, mettre sa fille en pension, etc. Et donc je pense qu'il y a eu une dissociation en fait de cette très grande souffrance qu'elle a eue. Oui. Avec d'autres, parce que en fait elle a commencé à prendre des médicaments, elle a eu des pertes de mémoire, elle a eu des gros épisodes dépressifs jusqu'à... On l'a retrouvée, elle a disparu une fois d'un tournage. Ouais. Elle avait tellement pris de calmants et tout ça, elle a disparu d'un tournage, on l'a retrouvée en haut d'un toit, un peu perdue, je ne sais pas si elle avait envie de se jeter, elle-même ne savait pas ce qu'elle fichait sur ce toit. Ce fameux toit, ce rebord de fenêtre. Oui, elle commence son autobiographie d'ailleurs. Oui, elle a vraiment des moments d'absence. Et à un moment, elle choisit elle-même de se faire interner, en fait, volontairement, parce qu'elle sent qu'elle ne va pas bien, qu'elle est en train de plonger. Mental, je l'ai fait ôter de l'armoire où c'est caché, pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir honte d'une chose dont on ne peut pas contrôler. Alors j'espère que ça fait du bien aux autres. J'ai eu une lettre d'une dame qui était si gentille. Elle a dit « J'ai plus peur de dire de temps à autre je suis folle. » Et je n'ai plus peur maintenant, depuis que j'ai lu votre livre. Parce que ça revient des fois, vous savez. Alors la voix qu'on a entendue, c'est celle de Jean Tierney. Ouais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Guillemette. Elle qui se encore confiait... plus fumée qu'aux périodes là, des quelques paquets de gitanes sans filtre. Oui, c'est ça. Effectivement, elle était l'invitée d'honneur du Festival de Cabourg en 86. Absolument. Et elle répondait dans un français qu'on peut dire parfait. On pourra des fois... Le son est moins bon que son français. Et elle se confie sur cette maladie mentale qui l'a impactée et dont elle s'épanche beaucoup dessus dans son livre. À raison, parce que c'est encore quelque chose qui était tabou. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été soutenue par les studios et par son entourage à l'époque, Guillemette? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Enfin, après, son mari, Oleg, il était effectivement un peu noceur et tout, mais c'était quand même ils ont eu après une autre fille. Mais oui, non, c'était pas un sale type, et je pense qu'il était fêtard, etc. Et puis, en fait, je pense soutenu comme un studio peut soutenir. C'est-à-dire prendre des nouvelles pour voir si sa star n'est pas en train de se jeter d'un mur, d'un toit, ça c'est sûr. Mais après, ce genre de problème, et puis cette maternité tellement douloureuse, elle a dû la vivre toute seule, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle était elle était quand même suffisamment, elle sortait d'une famille et elle avait quand même une structure mentale et une éducation qui ont fait qu'elle a pu quand même lutter contre sa maladie mentale et en plus y réfléchir suffisamment, avoir le courage d'écrire dessus, donc quand même exorciser tout ça, en faire un exemple. Et ça, c'est très, très rare. Parce que dans le milieu hollywoodien, où on cache, où ça finit très, très mal, hein, mais on ne met pas sur la table en disant « bon ». Voilà. Donc, elle a réussi à intellectualiser ça. Et ça, c'est assez peu fréquent. En tout cas, de ces actrices-là, après dans les années 70, rare, ouais. Évidemment. Mais les actrices hollywoodiennes ne réfléchissaient pas sur leur propre cas. Ça a été l'une des seules. Non, et puis c'est vrai qu'on en parlait de la maladie mentale, elle en a parlé, mais même encore récemment, ça concerne beaucoup les femmes d'ailleurs. Winona Ryder, Britney Spears ou Selena Gomez, il y a eu des documentaires dessus. C'est quelque chose qui n'est pas compris en plus. C'est quelque chose
les hommes, on va dire, ils ont abusé, ils vont faire une rehab, hein, mais les femmes, elles ont pété un câble et ça nuit souvent à leur carrière. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est assez sexiste. Hein, c'est pas... Après, il y a quand même des mecs qui ont pété des plombs, mais par exemple, l'exemple très connu aux États-Unis, c'est Frances Farmer, qui a d'ailleurs inspiré Mylène, qui a choisi son nom par rapport à Frances Farmer, qui était cette comédienne dont on connaît, alors moi je ne connais pas du tout ses films. Elle a commencé au milieu des années 30, une fille très certainement très brillante, avec une pensée très originale, et qui n'a pas compris en fait ce qu'on attendait d'elle, et qui est devenue... qui a été broyée. Oui, broyée par le système. Elle a été complètement broyée par le système. Oui, mais elle est devenue, entre guillemets, dingue, mais surtout, on l'a rendue dingue. On l'a rendue dingue. Parce que comme elle était en rébellion constante contre les studios, qu'elle refusait la plupart des trucs, on l'a désignée au départ comme folle, et on l'a traitée comme une folle, mais digne du Moyen-Âge. C'est-à-dire, elle a eu des électrochocs, elle a été internée. Des bains d'eau glacée. Des bains d'eau glacée, donc on l'a rendue en plus complètement timbrée. Et Gin Tierney était fascinée par Frances Farmer. Elle avait lu d'ailleurs ce que la sœur de Frances Farmer avait écrit sur elle, etc. Et donc elle se disait, peut-être je ne suis pas la seule. Peut-être qu'elle a vu un exemple de quelque chose qui pouvait arriver. Parce qu'on voit, il suffit de regarder Wikipédia, quand on voit des biographies d'actrices ou d'acteurs, dans les années 30-40, souvent ils meurent très jeunes. Donc on se dit à la fin, mais c'est bizarre, pourquoi ils sont morts si jeunes à chaque fois? Oui, on se dit c'est un métier dangereux quand même. Oui, il y a souvent des périodes d'internement, c'est très fréquent. Les studios les mettent pendant 5 minutes dans une clinique là pour que ça se calme, ils les ressortent, ils les re-rentrent. Enfin, il y a quelque chose de toute façon avec la maladie mentale. La célébrité, je dis pas qu'aujourd'hui la célébrité est bien gérée, hein, mais la célébrité à l'époque était quelque chose d'une violence inouïe. Bizarrement, je pense que c'était peut-être plus violent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout, c'est d'une violence incroyable. Mais à l'époque, c'était vraiment de la chair à sensation constante. Je pense à Brigitte Bardot dans les premières années aussi. Brigitte Bardot, c'est plus les taux en merde. Il n'y a jamais eu une actrice qui a été aussi maltraitée. Traînée dans la boue, mais à un point. Sa vie était un feuilleton quotidien dans les journaux à scandale. Je ne vous parle pas d'une couverture tous les mois. Tous les jours, on rendait compte du nombre d'œufs à la coque qu'elle avait mangé au petit-déj. C'était un truc de malade. Elle n'avait pas une seconde d'intimité. Et certaines stars hollywoodiennes, c'était le cas. D'autant que les agents mettaient en scène leur vie. Quitte à raconter n'importe quoi. Ça peut servir aussi. En plus, ils racontaient, la plupart des actrices avaient des légendes. Des fausses vies, des mariages lavandes. Oui, il fallait que chacun ait son petit storytelling pour donc le storytelling a été inventé il y a très longtemps par ces braves studios hollywoodiens. Et c'est très très dur en fait. Parce que déjà que quand on est acteur et qu'on a une vraie vie, il y a quelque chose qui est un peu du domaine de la schizophrénie. Mais quand en plus... le studio vous invente une fausse vraie vie. C'est ça. On est 3 en fait dans le même corps, hein, donc ça commence à faire beaucoup. Par exemple, une des collègues bien connues de Gin Tierney, c'était Rita Hayworth, où il y a quelques points communs entre les deux actrices. Elles sont sorties avec le même playboy pakistanais, le prince Ali Khan, qui a l'air très sympa d'ailleurs. Je recommande. Mais Rita Hayworth, par exemple, a énormément souffert de l'alcoolisme, de périodes dépressives, et Gilda, elle se reconnaissait absolument pas dans ce rôle qu'avait fait sa célébrité, mais c'était devenu la pin-up. Je veux dire, il n'y avait pas un soldat qui rêvait pas d'elle, et ça, je pense que c'est quand même extrêmement violent de recevoir cette image dans laquelle on ne se reconnaît absolument pas. Puis du jour au lendemain, vous vous mettez parce que je pense, dès qu'elle est de sa période Fox Girl, ou à peine un peu plus tard, il y a Howard Hughes qui tombe amoureux. De toute façon, il tombe amoureux de tout le monde. Oui. Jen Tierney, les belles. Oui. Jen Tierney, là, il était sacrément accro. Il lui a envoyé des camions entiers de gardénia. Non, mais vous vous rendez compte, vous avez 22 ans, ou 23, et tout d'un coup, l'homme le plus puissant d'Hollywood, un milliardaire, vous fait déposer tous les jours devant votre pas de porte des caisses entières de gardénia. Mais il y a de quoi devenir... Enfin, il y a quelque chose... Aujourd'hui, même Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert ne reçoit pas des cartons de gardénia devant sa porte. Il y avait quelque chose de fou, en fait. Bien sûr. Il y a une manière, dans cet Hollywood, Babylone... Hein, les années 20, on avait pris une manière de folie. Une folie. De folie. Ouais. On construisait des châteaux...
on faisait des piscines de champagne, on se En forme de suicidait cœur, oui, ben voilà, donc, avec le sourire. Voilà. Alors Jean, elle a aussi eu un parcours assez particulier, notamment avec son entourage. Si on dit que derrière chaque homme se cache une femme, derrière chaque femme se cachent souvent des hommes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Et Jean ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, elle a été entre son père et Oleg Cassini. Hein, ça a été assez compliqué, Marcel. Oui, son père qui lui a piqué son pognon. Bon, avec Cassini, c'était une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, à laquelle tout son entourage et sa maison de production s'est opposé parce que c'était pas un acteur. Ça ne favorisait pas la légende d'Hollywood. Et aussi un certain JFK qui a été un vrai crève-cœur pour elle, puisqu'elle l'a rencontré sur le tournage du Château du Dragon, Dragon Week en anglais. Alors qu'elle sortait en plus d'hôpital, elle était encore un peu... Elle était un peu fragile. Elle rencontre ce mec alors, elle était conservatrice, il était démocrate, et pourtant, il y a eu un sacré béguin. Mais étant actrice, il ne pouvait pas l'assumer. Il a dit, en plus elle est divorcée, je ne peux pas me marier avec elle. Et là... coup dur pour Jean, qui était en plus dans sa petite trentaine, mais donc déjà sur la voie de garage d'Hollywood, puisque finalement, après 47-48, elle va continuer sa carrière, mais plus dans des rôles aussi forts que dans ce milieu des années 40 où elle a vraiment... Là, en plus, avec Mankiewicz, il y a le Château du Dragon, et puis après, évidemment, il y a l'aventure de Mrs. Muir, qui est son chef-d'œuvre. Pour certains, c'est son chef-d'œuvre, parce que Mankiewicz, en plus, est un génie absolu. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est le pic de sa carrière. C'est le pic de sa carrière, et c'est un rôle... je pense que celui-ci, enfin, c'est un rôle qui lui ressemble. Oui. Puisque c'est l'histoire d'une veuve qui a un sacré tempérament, puisqu'elle refuse de rester avec sa belle-mère et sa belle-sœur. Enfin, elle refuse de rester un peu au crochet de sa belle famille, et elle part avec sa petite fille, jouée par Nathalie Wood d'ailleurs, Nathalie Wood, petite fille, et elle part au bord de la mer, dans un manoir qu'elle décide de louer, etc. Mais ce manoir, tadam, est hanté, point. Je dis pas le reste. Oui, non, faut regarder. Ce manoir est hanté, mais c'est vraiment l'histoire d'une femme émancipée. Et pourtant, à une époque, elle a un petit haut en dentelle et tout, donc on est au début du siècle, etc. Mais c'est l'histoire d'une femme émancipée qui vit seule avec sa fille, qui élève sa fille seule, et qui, vous allez voir, quand vous découvrirez comment le manoir est hanté, n'a pas une seconde peur et vraiment s'impose comme quelqu'un qui ne craint pas le surnaturel et qui ne craint pas les hommes. Enfin, et c'est un rôle à la fois d'une délicatesse folle. Elle fait preuve d'un charme, mais extraordinaire, mais d'un charme solide. Décidé. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en noir et blanc. Et donc, du coup, on voit même pas les yeux de Jean et on se dit, ce n'est même pas la peine. Voilà, pour qu'elle soit la plus belle du monde. Et quelle belle histoire. Je ne t'en dis pas plus, mais quelle belle histoire. Think how much prettier a bed of roses would look there. I hate roses. I hope the whole blasted bed dies of blight. I wish you wouldn't swear. It's so ugly. If you think that's ugly, it's a good thing you can't read me thoughts. You seem to be very earthly for a spirit. And you, madam, are enough to make a saint take to blasphemy. Blasted women. Est-ce que, Guillemette, je me trompe si je vous dis que c'est votre film fétiche ou pas, celui-là, ou vous avez pas de Péché mortel? C'est difficile. Je pense qu'il y a vraiment... c'est vraiment un... Il y a les quatre coins de Jean, si je peux me permettre. Ouais. Voilà, c'est vrai. Hein. Il y a Laura, l'aventure de Mrs. Muir, Le ciel peut attendre et Péché mortel. Ouais. Il y a ces 4 films qui composent à eux 4, je pense, toute la mythologie. Vraiment. Qui composent à eux 4 reflets de sa beauté, 4 reflets de son charme, qui vont du plus candide, du plus doux au plus vénéneux. Alors, et un beau portrait de femme. Oui, tout ensemble, complexe, absolument, tout ensemble. Effectivement, ces 4 films, je suis assez d'accord, reflètent bien le personnage Jean Turney. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Jean Turney elle-même, entre l'actrice et la personne? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jean Turney? Est-ce que c'est quelqu'un qui a influencé une secte, c'est-à-dire? Il reste une secte. Il y a vraiment une secte, mais une secte, une vraie ou?
Limite. Ah bon? Ils ont tous les yeux bleus. Ah oui, c'est ça. Non, il reste cette chose qui est assez... et d'ailleurs, votre podcast ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous allez la rendre beaucoup trop célèbre. Ça ne va pas du tout. Il faut la tout le garder monde comme va ça, écouter. Mais oui, on ne veut pas partager Jean. Vous n'avez pas compris. Jean est à nous. D'accord? Il reste... Non, mais Jean Tierney, c'est ça aussi la beauté de certaines actrices un peu oubliées, mais pas de tout le monde, et qui sont complètement vénérées par certains cinéphiles, c'est que comme ça, elle a un club de fans, mais complètement énamourés. Ah oui? Ah oui, je veux dire... Ils se réunissent dans les caves et tout ça? Mais oui. Non, mais en tous les cas, elle allume... Enfin, si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi ton actrice préférée qui vous répond Jean Tierney, à ce moment-là, c'est direct. Vous le regardez d'un drôle d'air, il n'y a plus besoin de parler. On s'est compris. Okay. Il y a une manière d'aimer Hollywood de la même manière. Il y a une manière d'aimer la beauté féminine hollywoodienne de la même manière. Il y a une manière de rareté. Il y a tout ça. Donc c'est effectivement quelque chose d'un peu magique qui s'entretient autour d'elle, y compris dans la littérature, puisque Paul Morand a quand même écrit des pages magnifiques sur elle, où il dit comment on se noie dans le bleu de ses yeux. Barbet Schroeder a appelé sa fille Laura. Pourquoi? Le film. À cause du film de Preminger. Ah oui. Bertrand Tavernier pouvait regarder en boucle des films de Jane Tierney toute la journée. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de ça. D'accord. C'est pas la même mythologie que Marilyn. Non. Mais c'est comme ça, une petite mythologie dans un coin qui n'appartient qu'à quelques personnes. Ne le dites pas trop. Comme ces livres qu'en fait, on n'a pas trop envie de prêter. Après, tout le monde va les avoir lus. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a quand même imprégné la pop culture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Étienne Dao a écrit une chanson sur elle. Ah, elle nous spoil. Ah ouais, elle nous spoil. Alors, avant de nous quitter, Guillemette, est-ce que vous acceptez de faire un petit jeu avec nous, hein? Vous affronteriez Marcel. C'est un petit jeu qui est inspiré de 6 Degrees of Kevin Bacon. Oh. Vous connaissez ça ou pas? Oui. Ouais, voilà, donc c'est la théorie selon laquelle n'importe quel, en partant de Kevin Bacon, on peut relier n'importe quel acteur dans le monde avec le moins de connexions possible, et notamment avec maximum 6 connexions. Donc je vais vous demander, vous avez un papier et un stylo Voilà, chacune. c'est dur ça. Hein. On va faire une petite pause pendant ce temps-là, je vais pas vous faire... Oui, ça va être si long, sinon. Pitié. Et Allez donc, boire une bière. Je vais donc vous demander de relier Jean Tierney, bien sûr, notre bobine du jour, en minimum de points possibles, en minimum de films possibles, hein, avec Nathalie Baye. C'est parti. Oh. Alors on est de retour après une petite pause pour ce jeu. On a les résultats. Alors on va commencer par Marcel. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Marcel, comme lien entre Jean Tierney et Nathalie Baye? Jean Tierney a joué avec George Sanders, qui se trouve être le cousin de Jennifer Saunders, la star d'Abfab, qui a été adaptée en France. Avec Nathalie Baye et Josiane Balasco. C'est n'importe quoi ce podcast. Vous n'avez pas du tout compris. Non, mais c'est n'importe quoi. Josiane Balasco et June Tardy, évidemment. Heureusement, on a quelqu'un de sérieux autour de la table, Guillemette. Alors, quel était votre lien entre Jean Tierney et Nathalie Baye? Alors, je suis sûre que ça peut se faire plus rapidement, mais bon. Alors, mon cheminement, c'est que Nathalie Wood a incarné la petite fille de Jean Tierney dans Mrs. Muir. Ouais. Nathalie Wood a tourné sous la direction de Sidney Pollack dans Propriété interdite. Exact. De Sidney Pollack, on passe à Meryl Streep, Out of Africa. Tout à fait. Meryl Streep, on passe à Spielberg, Pentagon Papers. Exact. Et de Spielberg, on passe à Nathalie Baye, puisque c'est Cours après moi, non. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, où elle joue la maman de Leonardo DiCaprio. C'est excellent, vrai. Excellent, Guillemette. Donc là, Guillemette a compris le principe du jeu, ouais, Marcel. Ouais, on verra pour la prochaine fois. Alors, effectivement, il y a plus court. Moi, je l'ai fait aussi hier. Hein. Bon, je vais pas me la péter, mais bref. Jean Tierney a joué donc dans Madame Muir avec Rex Harrison, qui a joué dans My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Audrey Hepburn qui a joué avec Spielberg dans Always. Mais oui. Et donc, voilà. Mais oui. Okay. Arrête-moi si tu peux. En 4. Et alors le site. Mais tout passe par Spielberg quand même. Hein. Toujours. Par définition, puisque Nathalie Baye, en fait, sa carrière internationale, c'est surtout Spielberg. Alors attention, parce que moi j'ai trouvé donc sur le site 6 Degrees of Bacon, il y a un générateur comme ça. Et lui, il trouve en 2. En 2, apparemment, il y a On the Riviera, un film dans lequel Jean Tierney joue, apparemment. On the Riviera, voilà, avec Marcel Diallo, qui joue dans Communion solennelle
avec Nathalie Baye. Je vous le dis, c'est des Marcel films que personne n'a Dalio, vu. s'il te plaît, un peu de respect Oui, pour on est Marcel. sur du Marcel Dalio, à mon avis. Diallo, Pas Diallo, c'est son cousin pas Diallo. africain, pardon. Excusez-moi. Marcel Dalio, grand acteur chez Renoir. Grand acteur, voilà. avec Audrey Hepburn aussi. Eh ben, sachez qu'il a joué aussi apparemment avec Gilles Turner. Bon. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Guillemette, vous avez on peut le dire gagné brillamment quand même ce jeu face à Marcel qui n'a pas compris. En tout cas c'était un... Mais c'est bien le coup des cousins, moi je vais le faire la prochaine fois, on sait jamais, ça peut passer. Hein. Non, ça marche pas. Merci à tous, c'est la fin des bobines. Merci d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Guillemette Odissino. Je peux faire mon jeu de mots? Ah bien sûr, vas-y. Le jeu de mots que je fais tout le temps avec Jean. Ah, oui. On est tous ivres de Jean. Oh là, oui, c'est pas mal. ça c'est vrai. Ça sera peut-être la catchphrase de l'émission d'ailleurs. En tout cas, on peut vous retrouver, je le rappelle, dans l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter pour la délicieuse dame du vendredi et vous lire dans Télérama. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, cinéma, pas cinéma Non, je sais pas, lire tranquillement sur mon canapé, autre chose que des livres de cinéma. Non. Cuisine pour Marcel. Et voilà, c'est ça. Alors merci à On vous. va faire des Guillemette. pâtes ensemble, Marcel. Voilà. Ça promet. Merci à vous Guillemette, vous pourrez peut-être lui apprendre les règles du jeu aussi. Merci Guillemette, merci Marcel. On se retrouve très vite pour une émission à consacrer à une nouvelle bobine. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Foi de bobine.